Bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil d'administration d'Exo. Je suis Alicia Limburner, la nouvelle chef relations médias et communication opérationnelle chez Exo. Je vous accompagnerai ce soir tout le long de la soirée. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir. Merci d'être présents. Merci pour ceux aussi qui sont à la maison. Vous avez aussi nos membres du conseil d'administration, quelques-uns d'entre nous qui sont avec nous ce soir, notre nouvelle secrétaire générale et quelques-uns de nos directeurs chez Exo. Alors, nous remercions tout d'abord notre hôte ce soir, le maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemieux, qui est également membre de notre conseil. Mario Lemay, c'est bien ce qui était écrit, également membre de notre conseil d'administration. Alors, je vous invite d'ailleurs à venir prendre la parole, dire quelques mots. Le magnifique, comme on dit. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Sainte-Julie. Donc, c'est avec grand plaisir que l'on reçoit Exo chez nous et pour, d'une part, être présent pour répondre aux questions des usagers des villes environnantes ainsi que de Sainte-Julie. Et pour ceux à la maison qui ne savent pas où est Sainte-Julie, alors Sainte-Julie est une ville de 31 000 habitants. Donc, nous sommes sur la couronne sud-est, juste à côté de la ville de Boucherville. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la soirée se poursuivre et encore une fois, bienvenue. Merci, M. Lemay. Je vous ai quand même fait une fleur quand même pour monsieur. Alors, j'invite maintenant notre nouvelle secrétaire générale à venir vous adresser quelques mots. Elle est nouvellement nommée, mais elle est chez nous depuis maintenant 5 ans. Alors, elle ouvrira la séance, Maître Marie-Claude Michon. Bonsoir, je me présente Marie-Claude Michon, nouvelle secrétaire générale de Dexo. Alors, je me permets de commencer en vous partageant tout le plaisir que j'ai d'être avec vous en cette première pour moi. Ce sera un grand honneur de pouvoir partager, rendre compte et échanger avec vous tout au long de la soirée. Je joins ma voix à celle de l'animatrice et de M. Lemay pour vous souhaiter la bienvenue à cette séance publique annuelle du Conseil d'Exo qui se tient conformément à l'article 38 de la loi sur le réseau de transport métropolitain. Alors, la séance se déroulera comme suit. On débutera avec notre président, M. Pierre Fortin, qui dressera d'abord le bilan de l'année d'un point de vue du conseil d'administration. On aura la chance ensuite d'entendre les présidents et présidentes des comités statutaires qui enchaîneront en présentant un aperçu de leurs activités tout au long de l'année 2025. Notre directeur général, M. Marc Rousseau, accompagné de Mme Catherine Beaulieu, directrice principale exploitation autobus et transports adaptés, vous présenteront ensuite les activités et le rapport annuel d'Exo, ainsi que les grands projets réalisés au cours de l'année. Cette présentation s'ensuivra avec un survol des premiers mois de l'année 2026, ainsi qu'une campagne de promotion du civisme qui vous sera diffusée, donc une campagne vidéo à laquelle vous pourrez assister. Enfin, la séance se conclura par une période de questions au cours de laquelle la parole vous sera donnée. Et à cet égard, afin d'en assurer le bon déroulement, je me permets de vous rappeler quelques règles afin que cette période soit bien encadrée et qu'elle soit des plus intéressantes. Il s'agit d'une période de questions qui durera un maximum de 60 minutes et elle pourra toutefois être prolongée ou écourtée à la discrétion de notre président, notamment si toutes les questions étaient traitées avant la fin du temps prévu à cet effet. Toute personne souhaitant poser une question doit s'être inscrite au préalable en remplissant le formulaire qui était prévu à cet effet, soit en ligne ou à l'accueil juste avant le début de cette séance. Notre animatrice de la soirée vous accordera la parole à tour de rôle à toutes les personnes qui se sont inscrites, en accordant toutefois la priorité à celles qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Les questions soumises en ligne pourront par la suite être traitées. On vous demanderait que vos interventions soient brèves et concises et qu'elles portent sur les sujets qui sont d'intérêt pour Exo, dans les compétences d'Exo, de son conseil d'administration, d'un administrateur ou bien de son directeur général. Une question pourrait par contre être jugée irrecevable si notamment elle portait sur un sujet de nature litigieuse ou encore si c'était une affaire pendante qui, devant les tribunaux civils ou administratifs, nous empêcherait d'y répondre. Pour les personnes qui se joindraient au micro pour
présenter leurs questions, on vous demanderait de vous identifier ainsi que de nous indiquer le lieu de résidence pour pouvoir bien répondre à vos questions avant de la poser. Et sans surprise, nous ne tolérerons pas, mais je ne doute absolument pas que ça arrive, des questions de nature irrespectueuse, diffamatoires ou qui seraient hors sujet pour les fins de ce soir. Nous vous invitons également à demeurer avec nous à la fin de notre séance, puisqu'il y aura des prix de présence qui seront tirés et des kiosques auxquels vous pourrez également poser questions à des experts à la fin de la séance. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre président, M. Fortin. Bonne soirée. Merci, Marie-Claude. Merci aux membres du CA d'être présents. Merci aux employés d'Exo d'être présents également. Mais surtout, merci à Mario de nous accueillir chez lui à Sainte-Julie avec toute votre belle équipe. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence également ce soir à la séance publique du conseil d'administration d'Exo. Ça me fait d'autant plus plaisir d'être parmi vous que cette séance est une occasion de revenir sur nos bons coups de l'année 2025. Tout d'abord, j'aimerais prendre le temps de souligner les changements à la composition du conseil d'administration qui ont lieu dans la foulée des dernières élections municipales notamment. J'aimerais remercier Pierre Charon, ancien maire de Saint-Eustache, et Pierre Séguin, ancien maire de l'Île-Perrot, qui n'ont pas sollicité de mandat auprès de leurs électeurs en novembre, donc qui ont été par le fait même remplacés au sein de notre conseil d'administration, ainsi qu'à Éric Allard, maire de Châteauguay, qui a été nommé au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal en décembre dernier, et par le fait même, il a cédé son poste au sein de notre conseil d'administration. Leur contribution, leur rigueur et leur engagement envers le transport collectif ont permis de soutenir des projets importants, d'améliorer les services offerts et sur l'ensemble du territoire et de représenter avec conviction les intérêts de la communauté qu'ils servaient. Du côté de la Couronne-Nord, nous avons accueilli cette année Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache. Et en ce qui concerne la Couronne-Sud, Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare, et Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, ont fait leur entrée au conseil d'administration. La composition des comités du CA a également changé. J'aimerais souligner l'arrivée de Mme Jocelyne Belland, qui est parmi nous ce soir, et qui a été nommée par la Ville de Montréal en décembre dernier, ainsi que la présidence du comité de gouvernance d'éthique et de ressources humaines, qui est depuis novembre dernier, présidée par Mme Louise Martel, qui se présente, qui vous fera le résumé des activités de la dernière année. Enfin, je souhaite reconnaître l'arrivée de Mme Chantal Brouillette, comme Mario Lemieux, cette affaire-là. Chantal Brouillette, pas parce qu'on ne se parle pas souvent, au comité d'audit, et d'Eliane Rocco, qui est absente ce soir, qui est maintenant présidente du comité de suivi des projets. J'aimerais également remercier M. Lemay de nous accueillir. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans mon discours. Je peux le redire. M. Lemay de nous accueillir à Sainte-Julie pour cette rencontre et membre du conseil d'administration depuis 2022. Son mandat a été reconduit cette année. En plus de son rôle au sein du conseil d'administration, Mario est un ambassadeur du transport collectif et en particulier des services d'Exo. En ce sens, il représente la voix des Julie-Villois et Julie-Villoises et il porte également celle des citoyens des Couronnes dont les besoins en mobilité sont criants. J'ai eu l'occasion de souligner à quel point ces besoins ont évolué dans les dernières années dans le cadre de l'Agora métropolitaine organisée en mai dernier par la communauté métropolitaine de Montréal. La croissance démographique et économique a été plus rapide dans les Couronnes qu'à Montréal et cette tendance se maintiendra dans les prochaines années. Ça entraîne non seulement des besoins de transport collectif plus grands, mais aussi différents. Les modes de transport et les lieux d'origine-destination ont changé beaucoup au cours des dernières années. On le voit de plus en plus dans les déplacements à l'intérieur même des Couronnes. En Couronne Sud, 59% des déplacements s'effectuent à l'intérieur de la Couronne et en Couronne Nord, c'est 73%. On sait aussi que les dépenses liées aux déplacements occupent une part importante du budget des ménages. Dans un sondage réalisé récemment par Léger pour le compte de l'Association de transport urbain du Québec, 77% des répondants estiment que le transport collectif peut les aider à mieux faire face aux hausses de coûts de la vie. Autrement dit, dans un contexte où le coût de la vie augmente, les Québécois identifient clairement une partie de la solution, un transport collectif plus accessible, plus fiable et mieux financé. Notre défi, c'est que le budget qu'on nous donne ne permet pas d'adapter l'offre à cette demande et aux besoins. Comme je le disais lors de notre rencontre publique, le conseil d'administration d'Exo a dû adopter des mesures d'optimisation pour contribuer au cadre financier métropolitain. On est très conscient que ces décisions ont des conséquences pour nos clients. Plusieurs projets ont été ralentis ou mis sur la glace.
Les dépenses d'exploitation ont été diminuées. Les ajustements horaires du centre de relations clients et des billetteries ont aussi été faits. Autre exemple d'impact de nos contraintes budgétaires, la difficulté d'adapter le réseau. Les réformes du réseau doivent se faire à coût nul et l'obligation de rabattre au REM fait en sorte qu'il n'est pas toujours possible de bonifier notre réseau. Nous avons commencé à travailler avec nos partenaires pour identifier d'autres sources d'économies supplémentaires. La RTM analyse également différents scénarios qui vont faire évoluer notre offre de services dans les prochaines années. C'est dans ce contexte que la mise en place d'un premier corridor métropolitain sur le boulevard Taschereau a été annoncée la semaine dernière. Les communications à la clientèle concernée s'enclenchent depuis les derniers jours à cet effet. En parallèle, l'autorité s'efforce de trouver d'autres sources de financement. Si on a réussi à protéger l'offre de services jusqu'à maintenant, il faudra continuer à trouver des moyens de l'optimiser ou de la financer pour les prochaines années. C'est ce qui va nous animer dans les prochaines semaines et mois, et c'est de ce concert avec nos partenaires qu'on va identifier des solutions pour tenter de protéger le service, le faire grandir, tout en faisant progresser notre plan d'optimisation. Alors qu'Exo vient de fêter son 9e anniversaire, c'est avec détermination que le conseil d'administration poursuivra son ambitieux travail sur la route qui mènera à l'organisation à célébrer une première décennie d'existence. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis la création en 2017 et on peut être très fiers des accomplissements d'Exo en 2025. Nous vous présenterons dans quelques instants le résumé des décisions et actions prises par le conseil d'administration dans la dernière année. Grâce au travail assidu et rigoureux des membres du conseil et des équipes d'Exo, des bases solides ont été mises en place en 2025 afin de poursuivre notre mission et d'offrir un service efficace, convivial et sécuritaire. Pour continuer aussi à évoluer en tenant compte des réalités budgétaires du transport collectif, métropolitain et de nos capacités humaines. Sur ce, je vous remercie de votre intérêt, de votre présence et je vous souhaite une bonne séance. Alors, merci. Donc, vous le disiez, le travail de notre conseil d'administration est vraiment crucial. Les défis sont importants en ce moment. Pour cette raison, on vous fait une présentation des différents comités respectifs de notre conseil d'administration. Donc, je redonne la parole à M. Fortin pour le premier comité qui sera sur, en fait, 2 comités, le comité audit et comité surveillance des risques. De retour. Merci. Le premier comité auquel je vais vous entretenir, c'est le comité de surveillance des risques. Le comité de surveillance des risques qui a comme objectif et mandat de s'assurer avec la direction d'analyser et de capter les différents risques qui couvrent, qui entourent Exo au sein de notre environnement d'affaires dans lequel on évolue. Que ce soit des risques réputationnels, des risques environnementaux, des risques économiques, des risques opérationnels. C'est les différentes perspectives qu'on analyse avec l'ensemble des directions exécutives de notre organisation. En 2025, 5 séances ont eu lieu, donc tout au cours de l'année, qui nous ont permis de, oui, analyser ces risques-là, analyser leur évolution, analyser les mesures d'atténuation auxquelles on venait travailler et que la direction nous proposait, de façon à ce qu'on ait le moins de surprises possible dans notre environnement et qu'on puisse gérer l'organisation, ou gouverner l'organisation plutôt, parce que la gestion se fait par les équipes, mais gouverner notre organisation en toute quiétude. En 2025, on a étudié et recommandé l'approbation du niveau de risque résiduel qu'on appelle, donc les cibles de risque qu'on veut tolérer à cet égard-là. On a également regardé les tendances, comme je le mentionnais, le statut d'avancement, le déploiement des programmes de sécurité en technologie de l'information, qui est quand même un des risques importants auxquels nous sommes confrontés à tous les jours et qui demande des investissements majeurs, et pris connaissance du bilan 2025 des risques majeurs et de leurs grands constats. Donc, c'est vraiment un comité qui analyse et qui redonne, qui s'assure que notre organisation, elle couvre cet ensemble de risques-là. Ça couvre le volet des activités 2025 au niveau du comité de surveillance des risques. Deuxième comité que je pilotais en 2025, puisqu'à ce moment-là, c'est Mme Josée Bérubé qui était présidente au cours de la majorité de l'année 2025. Donc, je présidais également le comité d'audit, qui est maintenant présidé par ma collègue Chantal Brouillette, qui, l'année dernière, présidait un autre comité qui sera présenté bientôt. Donc, on a eu un certain roulement là-dessus. Comité d'audit, c'est s'assurer de la saine gestion des affaires financières de notre organisation, des contrôles à cet égard-là,
ainsi que de tout ce qui est de la vérification interne et des grands mandats d'analyse qu'on peut faire sur ces volets-là. Donc, foncièrement, c'est le comité qu'on pilote avec notre direction exécutive des finances. 5 membres également en faisaient partie, dont M. Lemay, Mme Brouillette, Pierre Charon, moi-même et José Bérubé, qui en était également membre l'année dernière. Donc, les principaux travaux qu'on a réalisés, l'examen et la recommandation au conseil d'administration des états financiers vérifiés par notre auditeur externe, les prévisions financières tout au long de l'année. On révise les prévisions financières à chaque comité et on s'assure qu'on va rencontrer nos objectifs budgétaires, qu'on va s'assurer des stratégies d'affectation des surplus. Donc, comment les surplus annuels, on va les réaffecter, soit en maintien d'actifs, soit qu'on va les garder en réserve. Du programme d'immobilisation 2026-2035, je le disais tout à l'heure, on a été obligé de diminuer notre volume d'investissement pour les prochaines années. Ça faisait partie du travail du comité d'audit de s'assurer de ces éléments-là, ainsi que des régimes d'emprunt afférents à 2026, donc tous ces éléments à ce niveau-là. L'examen à chaque séance des résultats financiers progressifs tout au long de l'année, la mise à jour trimestrielle des prévisions financières, je l'ai mentionné, et le suivi des enjeux de financement. J'en ai parlé beaucoup dans mon allocution dans les dernières secondes, mais évidemment, vous aurez compris que le comité d'audit, à chaque comité, se penche sur les grands défis là, qui nous occupent d'un point de vue du financement de notre beau réseau. Ça conclut. Évidemment, on a également, enfin, regardé des dossiers d'audit interne, je le mentionnais. Notre auditeur interne nous présente ponctuellement des différents rapports qu'il produit. Donc, on a approuvé son plan d'audit 2025, on a suivi l'avancement des différents travaux et on a pris connaissance de rapports d'audit relativement au processus de gestion de nos infrastructures, des centres de maintenance, des garages à cet égard-là, ainsi que les risques relatifs à la fraude dans le cadre du portefeuille de risque de l'entreprise. Donc, c'est les travaux qui ont été réalisés au cours de la dernière année par notre comité d'audit du conseil d'administration. Merci beaucoup. Je passe la parole à... Allons-y avec Mme Martel pour le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines. Vraiment d'assister le CA au niveau de la gestion des enjeux humains et de l'application des meilleures pratiques de gouvernance. Pour vous donner des exemples, au niveau éthique, c'est de veiller aux règles d'impartialité, d'éthique et de transparence, et notamment de faire l'évaluation du rendement des membres du CA. Au niveau de ressources humaines, le comité est responsable de la nomination et de l'évaluation des officiers de l'entreprise, la supervision des politiques de gestion des RH, la rémunération des hauts dirigeants et de s'assurer de la relève des postes clés. Alors, vous savez, on a eu une toile de fond en 2025, c'est la difficulté de financement au niveau du transport en commun. Et évidemment, ça a affecté notre modèle organisationnel. Alors, le comité a été vigilant en 2025 dans la définition d'un plan d'optimisation. Le comité a été également a travaillé beaucoup sur la préparation de cette transformation. La préparation également liée aux activités pour une suite efficiente des opérations. Tout ça a donné l'adoption d'un plan d'effectifs réduit qui a été opérationnalisé en 2026. Effectivement, quand on parle d'optimisation, il faut s'assurer que nos ressources sont toujours mobilisées et engagées. Alors, on a également été vigilant par rapport aux stratégies et aux réflexions par rapport à ces différents moyens qui étaient pris. À la fin 2024, il y a eu un sondage d'opinion interne pour vérifier la mobilisation des ressources et certaines pistes d'amélioration avaient été identifiées. Le comité s'est donc penché sur les plans d'action qui avaient été élaborés. Alors, il y a eu des suivis par rapport à ça. En 2025, on a eu l'annonce de notre DG en début d'année qui nous a annoncé sa retraite. Et ça nous a donné l'occasion de revoir un peu le profil du poste et de l'ajuster en fonction de ce qu'on avait comme enjeu et comme défi. Alors, le comité a travaillé sur ce profil de poste et nous avons eu l'occasion d'être à la recherche d'un nouveau candidat. Nous avons rencontré plusieurs candidats qui étaient de l'externe
Et nous avons choisi finalement quelqu'un que vous allez rencontrer tantôt, Marc Rousseau, et on vous dirait que c'est un choix extrêmement judicieux que nous avons fait. Tantôt, Pierre a parlé des élections municipales 2025. Alors, le comité a comme rôle du suivi du processus de désignation des nouveaux membres du CA. Il y en a eu 7 nouveaux élus et 2 indépendants. Le comité a également approuvé les ententes de principe de la négociation de conventions collectives des employés du transport adapté, des inspecteurs et du centre de relations clients. Alors, en 3 minutes, Pierre, ça fait le tour un peu des grandes activités du comité. Merci, Madame Martel. Allons-y maintenant avec le contenu des activités sur le comité de suivi des projets avec Madame Chantal Brouillette. Merci. Alors, comme son nom le dit, le comité veille principalement à la saine gestion des projets d'EXO et aussi des pratiques en matière d'approvisionnement. En 2025, le comité a donc fait le suivi du portefeuille de projets d'EXO en fonction des objectifs stratégiques et de la politique sur la gestion des projets. Le comité s'assure que chacun des projets qui sont priorisés chemine en fonction de cette méthodologie qui est très serrée, qui a été mise en place par EXO, et ce pour ces projets d'envergure. Chaque projet est évalué en fonction de sa santé globale. Par santé globale, on parle de portée, on parle d'échéancier, de budget, de ressources et de risques. Et croyez-moi, on les suit de près. EXO est reconnu pour livrer ses projets à temps et dans les budgets, et la méthodologie qui est utilisée contribue à ce succès. Les contraintes de financement ont évidemment joué un rôle important en 2025 dans la priorisation des projets, ce qui nous a d'ailleurs obligés à revoir nos critères de priorisation. Ça, dans ce contexte que plusieurs projets ont dû être mis sur la glace ou être arrêtés. Parmi les critères, la sécurité des usagers et la saine gestion des deniers publics sont demeurés au cœur des priorités du comité. Et la préservation des actifs d'EXO pour ne pas qu'ils se dégradent est aussi dans les priorités. En 2025, le comité a suivi de façon plus particulière l'état d'avancement de certains projets ou programmes d'envergure d'EXO, dont le programme d'acquisition du parc d'autobus d'EXO et le programme de refonte du réseau. Il faut souligner que ces 2 projets sont des projets transformationnels pour EXO. L'acquisition d'autobus fera évoluer le modèle d'affaires de l'entreprise et les refontes répondent à un mandat très précis d'EXO, c'est-à-dire de décloisonner les secteurs et rabattre au mode structurant comme le REM. Un autre programme d'envergure que le comité a commencé à suivre est le programme de transformation numérique, qui vise l'optimisation des logiciels et des applications pour continuer à s'assurer qu'EXO reste dans l'ère technologique. Ce programme va bien sûr se poursuivre en 2026 et 2027. Enfin, parmi les autres activités de gouvernance, le comité a suivi la reddition de comptes sur les contrats octroyés en 2025 et la reddition sur l'utilisation des contingences. Ceci complète la revue des activités du comité. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Brouillette. Et finalement, Monsieur Pierre Cardinal et le comité sur la qualité des services. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui êtes en salle, ceux qui sont en ligne avec nous. C'est un honneur pour moi de présider le comité sur la qualité des services parce qu'en transport collectif, on parle, je trouve, pas assez de qualité de service. Le mandat du comité est d'appuyer son conseil d'administration pour s'assurer de vous offrir des services de qualité en tout temps. Ce qu'on fait, on va formuler des recommandations pour nous assurer que les services qui devaient être offerts soient offerts et qu'on s'assure d'améliorer l'expérience client. Mais on va également s'assurer de bien comprendre les besoins des usagers qui sont sur l'ensemble du territoire desservi par EXO. Alors pour ce faire, on fait 4 rencontres annuelles, une par trimestre, dans lesquelles on va entre autres suivre nos indicateurs de performance. J'en parlerai dans un instant. Et faites à noter pour le comité qualité, le comité est composé des 8 maires et mairesses qui sont sur les couronnes nord et couronnes sud, dont mon collègue Mario Lemay. Ce que ça veut dire pour vous, c'est qu'en temps réel, on a le pouls de la population quand on veut parler de comité, quand on veut parler de qualité. Mon collègue Pierre Fortin, tantôt, vous a parlé d'enjeux financiers, de défis financiers, de mesures d'optimisation. Et c'est vrai que ça a été un enjeu récurrent au comité cette année et au conseil. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré tout ça,
L'achalandage pour nos services a augmenté, peu importe le type de service de transport collectif qu'on offre. Pour vous donner une idée, on est passé de 24 millions de déplacements, parce qu'on parle de déplacements, là, on est passé de 24 à 26 millions de déplacements. C'est 2 millions de plus malgré les contraintes. Pour vous donner une idée, là, en train, 13 d'augmentation sur un an, principalement à cause du présentiel, on s'entend. Mais en transport adapté, plus 10 Je peux vous dire, là, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, des augmentations de 10 et plus, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie. C'est énorme et ça met beaucoup de pression sur les équipes d'Exo. Malgré tout ces contraintes financières dont je vous parle, la qualité des services, parce que c'est ça dont on parle, ça s'est maintenu tout au long de l'année 2025 et même, je vous dirais, de façon positive. Je pourrais vous abreuver d'indicateurs de performance parce que c'est ça qu'on suit, nous autres, au comité qualité, pour savoir si on offre des bons services ou non. Je vais vous prendre 2 exemples concrets. Au niveau du transport de services de train, bien, notre taux de ponctualité était de 92 Ce que ça veut dire, là, c'est que 9 trains à peu près sur 10 sont arrivés à l'heure à nos gares ou à l'intérieur d'un délai de retard de 6 minutes, qui est la norme acceptée et acceptable dans notre domaine. Et les retards ont été dus à 2 causes. Vous vous doutez bien que quand il y a des grosses tempêtes de neige et tempêtes de verglas, ça ralentit les rails, on n'a pas le choix, et les trains de marchandises. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, Exo n'est pas propriétaire des rails sur lesquels passent ces trains. Ça appartient au CP et au CN, et c'est eux qui décident qui est la priorité. Ce n'est pas toujours les trains de passagers. Au niveau autobus, un autre exemple que je vous donne, notre taux de ponctualité a été de 76 Évidemment, c'est moindre que ce que je vous ai dit au niveau des trains. On est conscient qu'on peut faire mieux, on veut faire mieux, mais on a un gros défi ici, la congestion routière. Une étude récente a démontré que la congestion routière en ce moment est largement supérieure à ce qu'elle était avant la pandémie, et ce, malgré le télétravail qu'on connaît tous. Donc, vous pourrez comprendre que ça ralentit nos trains, nos autobus. En conclusion, on vous a parlé depuis tantôt de défis financiers. Moi, je vous ai parlé de défis opérationnels. On vous a parlé de mesures d'optimisation. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les équipes d'Exo, et nous, on le voit à chaque comité, ont travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année pour vous offrir des services fiables. Au niveau de la qualité des services, ce que j'ai essayé de vous démontrer là, en quelques minutes, c'est que nos services se sont maintenus malgré tout ce que je vous ai dit. Évidemment, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux, tout le temps. Et on essaie de faire mieux à chaque jour. Donc, les équipes d'Exo travaillent, croyez-moi, dans des trésors d'ingéniosité à coup nul, bien souvent, pour améliorer les choses. Et nous, au comité qualité, on va continuer à suivre ça tout au long de l'année. L'an prochain va marquer notre 10e anniversaire. Donc, ce que je souhaiterais, en plus de vous souhaiter une bonne soirée tout le monde, c'est de vous recevoir l'an prochain à pareille date pour qu'on puisse venir vous rendre compte de ce qui s'est passé en 2026 sur la qualité des services d'Exo. Merci, bonne soirée. Merci, M. Cardinal. Merci à vous tous. Maintenant, j'invite notre directeur général, M. Marc Rousseau, et notre directrice principale, exploitation autobus et transport adapté, Catherine Beaulieu, à venir prendre place. Ils vous présenteront les faits saillants de notre rapport annuel 2025 et également quelques projets pour 2026. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là en présentiel, également pour ceux qui sont en ligne. Bien, écoutez, après le résumé de chacun des présidents de comité, honnêtement, vous pouvez constater à quel point nos administrateurs sont au courant, en fait, de ce qui se passe dans l'organisation, sont au courant de ce qui se passe chez Exo, sont au courant des enjeux qu'on a chez Exo également, et s'assurent toujours que, justement, on va s'assurer là, de bien gérer l'organisation, puisque, bien sûr, on est une organisation publique. Donc, 2025 a été effectivement une année charnière, une année de transition, une année d'adaptation. Transition, bon, Louise en a parlé, je suis entré en poste en octobre dernier, une année de transition avec également l'arrivée de Pierre Fortin à la tête du conseil d'administration comme président.
Et mon entrée en poste a été marquée, bien entendu, par la présentation, en tout cas l'établissement d'un plan de réduction des dépenses assez importante, en fait, du jamais vu là, chez Exo jusqu'à maintenant. Donc, un plan de réduction des dépenses très important qui, j'espère, va nous permettre de retrouver l'équilibre budgétaire à l'horizon de 3 ans. C'est notre ambition. Ceci dit, on a dû effectivement faire des choix qui n'étaient pas faciles. On a dû prendre des décisions qui n'étaient pas évidentes. Les membres des comités en ont parlé, notamment la réduction du nombre de projets, par exemple. On a réduit de façon quand même très significative ce qu'on appelle notre plan d'investissement sur les 10 prochaines années. On a également dû réduire notre plan d'effectifs. Donc, on a dû laisser partir des gens au début de cette année avec qui on a eu beaucoup de plaisir ou avec lesquels on a eu beaucoup de succès dans le passé. Mais c'était devenu, dans le fond, inévitable. On a dû malheureusement laisser partir plus de 10 % de nos gens à l'intérieur de l'organisation pour nous aider justement à retrouver cette espèce d'équilibre financier-là. Cependant, on a quand même des éléments, je pense, qui sont remarquables, qui ont été faits l'année dernière. Il n'y a pas juste un plan d'optimisation qu'on a fait là, au cours de l'année passée. Je pense notamment à l'arrivée, par exemple, de le premier autobus 100% électrique, 100% exo. Pourquoi je m'amuse à dire 100% exo? En fait, c'est que c'est le premier autobus qui nous appartient. Donc, dans notre modèle d'affaires actuel, les autobus appartiennent à nos partenaires d'affaires, les transporteurs. Donc, Exo a l'ambition, en fait, d'acquérir sa flotte d'autobus au cours des prochaines années. On était lancé sur le programme d'électrification que le gouvernement du Québec avait l'ambition de lancer là, au cours des prochaines années. Donc, on a reçu notre premier véhicule électrique l'année dernière, à l'automne. On a reçu également 9 autres véhicules, comme vous voyez actuellement à l'écran. Bon, ils ne sont pas tous lettrés et maquillés de cette façon-là. Là. Ça, c'était notre premier. On voulait lui donner un peu de visibilité. On voulait qu'il soit très visible. On voulait que les gens sachent que c'est notre véhicule, 100% exo, 100% électrique. On en est bien fiers. Il était d'ailleurs à l'entrée là, ici de l'Hôtel de Ville de Sainte-Julie. Donc, un premier autobus qui arrive. On a 9 autres qui sont arrivés depuis le début de l'année et ces véhicules-là vont être mis en service là, graduellement au cours des prochaines semaines. Je parlais d'ailleurs avec notre responsable de flotte là, qui travaille actuellement avec nos partenaires et transporteurs pour justement intégrer cette flotte de véhicules-là sur le réseau. Principalement, ce qui a été marqué également pour être capable d'accueillir ces véhicules-là, dans notre garage de Sorel, donc qui est le seul bâtiment là, au niveau du centre d'entretien autobus qui appartient à Exo, on a dû installer des infrastructures de recharge pour être capable de faire rouler et d'alimenter ces véhicules-là. On a également fait des modifications à l'intérieur du garage au niveau des panneaux électriques, électricité, etc., mais également au niveau du système d'incendie pour être conforme et être capable de recevoir ce type de véhicule-là. Donc, je vous dirais que la mise en service se passe quand même bien. Vous allez commencer à les voir là, sur la route, essentiellement sur l'axe justement de la 132 là, entre Sorel-Contrecœur et Longueuil, principalement. On va en avoir également un qui va atterrir là, du côté de la Couronne-Nord. On a fait également installer des infrastructures de recharge de plus basse puissance, si je peux m'exprimer ainsi, chez certains de nos fournisseurs pour qu'on puisse être capable de rouler un petit peu ces autobus-là d'un territoire à l'autre. Donc, ça va nous permettre de se rapprocher tranquillement de notre modèle d'affaires train, puisque vous savez, le matériel roulant du côté train nous appartient. Parlant de train, on a également été bien content de pouvoir recevoir nos premières locomotives, nouvelles locomotives en fait. On a reçu, en fait, on a mis en service 2 locomotives de ce que vous voyez à l'écran l'année dernière. Ces locomotives-là roulent actuellement sur la ligne Saint-Jérôme. On peut les brancher et les rouler, notamment avec les nouvelles voitures qu'on a reçues également depuis 2 ans, donc ce sont nos voitures 2050. Alors, c'est sûr que ça fait un match parfait, hein, parce que là, on a les nouvelles couleurs d'Exo qui sont présentes sur les locomotives et également sur les nouvelles voitures. Donc, ces nouvelles locomotives-là qui ont été mises en service, c'est 2 de 10. On a reçu également 6 nouvelles locomotives l'année dernière qui vont être graduellement mises en service là, cette année. Il nous restera 2 locomotives à recevoir d'ici la fin de l'année du manufacturier. Ce sont des Chargers de Siemens, Tier 4 qu'on appelle, donc des locomotives beaucoup plus performantes, plus silencieuses
et également un petit peu mieux pour l'environnement également, là, malgré que ce sont des locomotives, toutefois, qui sont toujours à moteur diesel. Ensuite, on a également fait quand même passablement de projets d'infrastructure. Ce qui me vient en tête, par exemple, l'année dernière, on a refait tout le terminus de Terrebonne. Donc, la boucle d'autobus du côté du terminus Terrebonne a été refaite, les trottoirs ont été refaits. On a rajouté également de la signalétique. On a également installé de nouveaux panneaux à messages variables pour que les clients soient mieux informés de ce qui se passe sur le réseau. On a aussi amélioré et débuté des travaux, en fait, à la gare Vendôme. On a commencé à refaire des quais du côté nord de la gare. Donc, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait fait, en fait, là, en 2015, parce qu'on avait commencé à refaire des quais à cette gare-là. Donc, cette année, et l'année passée, on a débuté ces travaux-là. On devrait les terminer au milieu de cet été. Vous voyez aussi sur la photo là, de nouveaux éticules. Et là, pour ceux qui vont prendre le train et débarquer à cette gare-là, vous allez réaliser qu'on est encore un peu entre deux modes, ou entre deux mondes, je peux dire. On a les nouveaux éticules que vous voyez très modernes avec les nouveaux quais, mais il y a quand même aussi des vieux éticules qui restent à remplacer, qui ne seront malheureusement pas faits cette année parce qu'on a dû découper le projet sur un peu plus long terme. Donc, il y aura des éticules qui vont être remplacées du côté ouest, je crois, probablement en 2027 et en 2028. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça peut avoir l'air. Ce sont des installations beaucoup plus modernes, conviviales et confortables et qui vont absolument améliorer l'efficacité des opérations. C'est dans la poursuite là, des modifications ou améliorations et modernisation des infrastructures. On avait refait il y a 2 ans la gare Lucien-Lallier. Donc, c'est dans cette continuité-là là, qu'on fait la modification de nos infra et la rénovation de nos infrastructures. Ce qu'on veut éviter surtout, c'est de tomber en déficit de maintien. Et c'est pour ça qu'on prend soin de nos installations. Ensuite, il y a aussi d'autres projets qui ont été faits en fait en 2025, mais avant de tomber dans ce côté-là, puis je vais vous donner aussi un petit aperçu là, de ce qui s'en vient pour 2026. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Catherine qui va vous présenter quelques initiatives également qu'on a mises en place en 2025. Merci beaucoup, Marc. D'abord, laissez-moi vous entretenir quelques minutes sur le transport à la demande, qui est un nouveau mode qu'on avait introduit en 2021. Et on est fiers d'avoir pu faire une 5e zone de transport à la demande en 2025. Donc, ça a été fait dans la région de Roussillon, donc qui couvre en fait là, cette zone-là 4 villes du secteur, donc Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac. C'est une zone qui est en opération seulement la fin de semaine. On a remplacé en fait les 6 lignes locales qui couvraient le secteur par une zone de transport à la demande. On en profite aussi toujours pour revoir les zones qui sont en cours depuis 2021 pour voir s'il y a des ajustements. Et on en a profité justement pour faire des modifications dans notre première zone, donc à Belleuil-McMasterville, pour mieux desservir un quartier industriel et donc permettre un meilleur accès aux emplois du secteur. Donc, on continue à les suivre. C'est des services qui sont très populaires, qui ça fonctionne très bien. Et on a l'intention de poursuivre d'autres zones dans le futur. Je poursuis avec une autre initiative qu'on a débutée, elle aussi, il y a quelques années. Donc, notre projet, un programme de refonte de réseau dont on discutait tout à l'heure. Donc, les premières zones avaient été faites en 2023 sur la Couronne Sud, donc tout près d'ici, en lien avec l'arrivée du REM à Brossard. Et en 2025, on a poursuivi avec des zones dans Laurentides, donc à l'été, en fait, en juin. Il y a la zone nord, donc le secteur de Saint-Jérôme qui a été revu. Puis ensuite, cet automne, l'automne 2025, la zone du reste de Laurentides, en fait, en lien avec l'arrivée du REM à Deux-Montagnes. Donc, tout le service a été revu à cette occasion-là. Et plus récemment, donc le 18 mai, on a aussi mis en service une refonte de réseau dans le secteur de la presqu'île, donc tout le secteur de Vaudreuil-Soulanges, en fait, une portion du secteur de Vaudreuil-Soulanges, en lien avec l'arrivée du REM dans l'ouest de l'île de Montréal, donc à la station en Salorme. Donc, c'est des exercices qui prennent quand même un certain temps parce qu'ils avaient débuté avec des consultations publiques,
Ensuite, on s'assure de travailler le réseau. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour former les chauffeurs, installer la nouvelle signalisation, etc. Donc, ça prend un certain temps. On était très fiers de pouvoir mettre en service ces nouveaux secteurs-là qu'on travaillait depuis longtemps. Et il nous reste d'autres zones à venir. Donc, on est en train de travailler présentement à revoir les services dans le secteur de Terrebonne-Mascouche, l'Assomption et sur la Rive-Sud dans le sud-ouest. On prévoit une mise en service quelque part en 2027 dans ces secteurs-là. Et cette année, on va aussi démarrer l'autre secteur qui, en fait, va couvrir tout l'est de la Couronne-Sud, donc Sainte-Julie ici, aussi Vallée du Richelieu et le secteur de Sorel-Varennes. Donc ça, le démarrage va être fait cet automne. Et puis, comme je vous disais, ça prend un certain temps, là, mais dans les prochaines années, ce sera un nouveau réseau qui sera mis en service dans ces villes-là. Je poursuis maintenant en vous parlant de quelques initiatives en accessibilité et en transport adapté. Donc, en 2025, on a mis en ligne, en fait, un nouvel outil de réservation en ligne pour les utilisateurs du transport adapté. C'est une initiative qu'on avait amorcée avec un plus petit groupe l'année précédente, donc en 2024, mais ça a été déployé de façon plus pérenne en 2025. Il y a déjà 14 000 réservations qui ont été faites via cet outil numérique-là en 2025. Ça nous permet de soutenir la croissance de l'achalandage, qui, comme on le disait, est assez importante. Donc, on a eu notre record d'achalandage dans le transport adapté en octobre dernier, avec un 10 % de plus que la même période l'année précédente. Donc, c'est un service qui est en forte croissance, mais qui est aussi très apprécié, avec un taux de satisfaction qui a atteint 89 % l'an dernier. Et des nouveaux outils comme ça contribuent sûrement, en fait, au fait que c'est si apprécié. Nous avons également poursuivi la mise en service de certaines lignes d'autobus sur notre réseau. Donc, en 2025, c'est dans le secteur de Chambly-Richelieu-Carignan qu'il y a eu 3 nouvelles lignes d'autobus qui ont été rendues accessibles. Ce qu'on entend par une ligne d'autobus accessible, c'est lorsqu'il y a au moins 70 % des arrêts qui permettent d'aisément permettre l'entrée, le débarquement des chaises roulantes, donc toutes les manœuvres. Et c'est aussi rendu possible parce que, bien sûr, les autobus permettent le déploiement de la rampe dans ce secteur-là. En termes d'accessibilité, donc c'est un petit peu plus limité ce qu'on a été en mesure de faire parce que c'est des projets qu'on a dû ralentir dans le contexte de financement, mais quand même, on est fiers de pouvoir continuer d'avancer à cet égard-là. Et également, on a ajouté et poursuivi le déploiement de Navilens, qui est un outil qui permet, c'est un petit code QR avec des couleurs, comme vous pouvez voir sur la photo, qui permet à des gens de se diriger dans le réseau. Donc, ça peut être des gens, par exemple, qui ont certains enjeux là, pour se déplacer. On avait fait un petit pilote l'année précédente sur une ligne dans le secteur de l'Assomption. Et en 2025, on a pu la déployer sur 2 lignes de train, donc celle de Mont-Saint-Hilaire et celle de Mascouche, et aussi à travers tout le réseau d'autobus du secteur Vallée du Richelieu. Merci, Catherine. Peut-être je ferai du pouce sur ce que Catherine vient de vous mentionner au niveau de la plateforme de réservation en ligne pour les clients de transport adapté. On a vu une croissance d'adhésion, si je peux m'exprimer ainsi, du système en ligne. Donc, on est bien content que les gens adhèrent et se servent de ce mode-là. Puis, on a parlé également là, de lignes accessibles. C'est sûr que le défi qu'on a, c'est que d'avoir des bus avec une plateforme qui se déploie, c'est une chose, mais il faut également avoir des arrêts qui sont accessibles. Donc, il faut être capable de développer les deux là, au même moment. Donc, ça demeure un défi. On a également un partenaire, je pense, de choix au niveau des communautés que l'on dessert. On veut garder ce genre de proximité-là, si vous voulez, avec les communautés qu'on dessert, les municipalités qu'on dessert. Donc, en 2025, on a organisé, en fait, 36 services de navette pour toutes sortes d'événements là, de tout acabit au niveau des municipalités. On a également accepté
10 événements qui sont venus, en fait 10 organismes qui ont voulu venir sur nos sites, notamment dans les stationnements incitatifs, que ce soit des gares de train ou terminus d'autobus, les week-ends pour occuper les stationnements pour toutes sortes d'événements culturels ou communautaires. Par exemple, on a également fait de la place là, à des kiosques de fruits et légumes, des distributions de paniers biologiques aux gares, notamment de Saint-Lambert et Saint-Jérôme, en collaboration avec Équiterre et le réseau des fermiers et fermières de famille. Donc, c'est le genre d'événement qu'on aime bien organiser, on aime bien pouvoir redonner à la communauté. Et à travers tous ces événements-là, on a remis, dans le fond, à ces différents organismes-là, plus de 1461, oui, pardon. Mais je suis habitué avec des plus gros chiffres que ça, c'est pour ça que j'ai de la misère avec les 1000. Donc, 1461 titres de transport qu'on a quand même remis à la population dans le cadre de ce genre d'événement-là. Donc, toujours intéressant de pouvoir redonner à la communauté. En terminant, je vous dirais que nous avons, je pense que c'est après celle-là, oui, OK. Donc, au niveau de la mobilité de la nouvelle génération, on a quand même bâti une plateforme l'année dernière dans le cadre des élections municipales. On va refaire la même chose cette année dans le cadre des élections provinciales pour inspirer, en fait, les élus sur les futurs développements potentiels de transport collectif et surtout les besoins criants que le transport collectif a, que ce soit en couronne ou dans la région de Montréal. Donc, c'est sûr qu'on continue toujours à inspirer, en fait, là, les élus pour mobiliser, dans le fond, du financement pour assurer le transport collectif au cours des prochaines années. On a quelques éléments également que je n'ai pas mentionné un peu plus tôt qui ont été faits en 2025, mais si je vous avais à vous donner une petite aperçu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vous parlais du terminus d'autobus qu'on a refait à Terrebonne l'année dernière. On va refaire sensiblement, pas à Terrebonne, oui, à Terrebonne l'année dernière, on va refaire sensiblement la même chose au terminus de Sainte-Thérèse, donc à la gare de Sainte-Thérèse. On refait également la boucle d'autobus, on refait les trottoirs, on fait la signalisation, on rajoute également des panneaux à messages variables. On va refaire également cette année des ponceaux, donc sur les emprises ferroviaires qui nous appartiennent, notamment sur la ligne Saint-Jérôme. On a aussi à refaire des passages à niveau, notamment sur la ligne Saint-Jérôme également. Est-ce qu'on va toutes les refaire? Probablement pas. Un autre indice qu'on essaie d'étaler dans le fond de nos projets, il y a des passages à niveau qui vont être réparés pour nous permettre de gagner un peu de temps et qu'on puisse éventuellement être capable de les refaire au complet, là, parce que c'est quand même assez dispendieux de refaire des passages à niveau. Pourquoi on s'affaire à réparer ce genre d'infrastructure-là? Bien, c'est pour s'assurer qu'on ne sera pas obligé de réduire la vitesse des trains et affecter le service. Donc, nos équipes là, sont toujours à pied d'œuvre pour s'assurer que notre réseau roule rondement. Et ce qui a été annoncé, Pierre en a fait mention un peu en début de rencontre, il y a le corridor Tachereau qui a été en fait déclaré comme actif métropolitain par l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc l'ARTM. On s'est fait effectivement annoncer il y a 2 semaines, la semaine dernière, que le réseau de transport de Longueuil serait l'opérateur de ce corridor. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, pour le réseau d'Exo? En fait, on va retirer, ce qu'on a lancé pour l'instant, c'est qu'on va retirer 3 lignes de notre réseau ça va être remplacé par la ligne du corridor qui s'appelle la 901. Donc, la 901 va devenir une ligne métropolitaine qui va partir, en fait, là, du terminus Georges Gagné à Delsun et qui va se rendre jusqu'au métro de Longueuil en passant par le REM, là, à la station Panama. Donc, c'est sûr que pour nous, ça va venir affecter notre réseau dans le secteur Laurichelin-Roussillon. Donc, nos équipes de planification de réseau sont à pied d'œuvre actuellement pour repenser et replanifier ce réseau-là pour être capable de s'assurer qu'on va être encore efficace là, sur le secteur en question et on va être capable de venir assurer une desserte là, sur ce fameux corridor qui devrait, en principe, là, amener un peu plus de fréquence là, sur ce corridor-là pour amener les clients là, jusqu'au REM à Panama et à la station de métro Longueuil. Donc, écoutez, c'était ce qu'on avait dans le fond pour vous ce soir en termes d'avancement au niveau organisationnel.
encore une fois, je remercie les présidents des comités parce que c'est toujours plaisant de les avoir avec moi puis d'être capable de démontrer là, qu'ils sont vraiment non seulement intéressés, mais ils sont très au courant de ce qui se passe dans l'organisation. Ils sont là pour nous supporter également et de s'assurer, bien sûr, qu'on gouverne et qu'on dirige l'entreprise avec diligence. Donc, sur ça, Alicia, je te repasse la parole. Merci à vous deux. Restez en place. Il y aura la période de questions plus tard. Mais pour l'instant, avant de terminer la séance, on voulait vous présenter une campagne de sensibilisation qui a débuté en début d'année, qui vraiment évoluera tout au long de l'année ainsi que l'année prochaine, qui permettra, on l'espère, d'améliorer le confort de nos clients dans les autobus et dans nos trains. Depuis plus de 2 ans, on constate une recrudescence du nombre d'incivilités dans nos lignes de train et d'autobus. C'est un phénomène qui affecte aussi les autres sociétés de transport de la région métropolitaine. Ça représente notamment des plaintes au niveau de notre centre de relations clients, mais également, on voit que c'est un sujet qui soulève un intérêt pour nos clients. Donc, pour nous, c'était le signe qu'on devait agir pour s'assurer que vous évoluez bien dans vos transports. Également, on voulait favoriser une expérience agréable pour tout le monde. Donc, notre dernière campagne de sensibilisation porte sur le civisme. Elle datait la dernière fois de 2019, où on misait beaucoup sur des icônes pour faire passer nos messages. Cette fois-ci, on souhaitait marquer un coup différent avec une rupture, favoriser une esthétique qui est plus personnelle, qui est plus humaine, qui est plus chaleureuse. Donc, je vais vous laisser visionner la vidéo de présentation mettant en vedette notre directrice exécutive Affaires corporatives, clients et développement, Marie-Hélène Cloutier. L'installation de la vitrine que vous venez de voir et l'objet qu'elle révèle sont une invitation à réfléchir ensemble à la façon dont on partage le transport collectif chaque jour. Chez Exo, nous avons fait le choix de parler de civisme autrement. Parce que nous transportons plus que des personnes. Nous transportons des histoires, des journées bien remplies, des discussions productives, des sourires et parfois un peu de fatigue. Plutôt que de s'adresser aux personnes directement, nous avons choisi de passer par des objets ou des situations du quotidien pour aborder les différents enjeux que peuvent vivre notre clientèle lors de ces déplacements. Des objets qui racontent des scènes de la vie courante que nos clients et le personnel Exo reconnaissent, parfois avec un sourire, parfois avec un petit inconfort. Un sac à dos qu'on garde sur les épaules en heure de pointe, des vidéos jouées sur son cellulaire sans écouteurs, de la musique écoutée trop fort. Vous voyez de quoi je parle? Cette campagne vise à rappeler que le transport collectif est un espace partagé et que de simples gestes peuvent faire une vraie différence sur l'expérience de tous. Offrir un service de qualité pour Exo, c'est transporter nos clients avec efficacité et convivialité. Et cette convivialité, elle se construit autant par nos infrastructures et nos opérations que par le respect et l'attention qu'on porte les uns aux autres. Cette campagne s'inscrit dans une démarche à long terme. Elle sera donc déployée à bord de nos véhicules, dans nos gares, nos terminus et aux abords de nos installations, ainsi que sur nos plateformes numériques, pour rejoindre nos clients à différents moments de leur parcours. Dans un contexte économique exigeant pour l'industrie du transport collectif, nous avons fait le choix d'une approche durable. Cette campagne a été conçue pour être déployée sur l'ensemble de l'année et pour les années subséquentes afin d'optimiser nos investissements. Une part importante de la production a d'ailleurs été réalisée à l'interne et je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes d'Exo qui ont contribué à la création de cette magnifique campagne. C'est un très beau travail d'équipe porté par une même volonté: améliorer l'expérience de nos clients jour après jour. Cette campagne est une invitation à cultiver le vivre ensemble. Nous espérons qu'elle saura susciter chez chacun de nos clients un sourire, parfois une petite prise de conscience et surtout l'envie de poser des gestes simples pour améliorer le trajet de chacun. Restez à l'affût. Changer une habitude ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pourquoi cette campagne s'inscrit dans la durée.
Elle sera accompagnée d'autres initiatives afin de faire du transport collectif un espace respectueux et agréable pour tous. Alors, la vitrine du bon comportement que vous avez vue dans la vidéo se déplace de gare en gare dans nos différents terminus. Les objets qui s'y trouvent, on les appelle les objets civilisés. Ils représentent les bons comportements. Ils seront aussi amenés à changer au cours des années. Le premier objet qu'on a dévoilé était la casquette courtoise. Elle représente le respect comme on lève son chapeau ou comme on l'enlève en entrant à l'intérieur. Cette vitrine se trouve justement à ma droite si vous voulez aller la voir. Vous pouvez également aller sur notre site Internet. Vous trouverez une tuile d'accueil avec la page de la campagne où vous verrez les confessions de nos objets civilisés. D'autres actions sont à venir. Vous verrez également qu'il y a un cahier d'activités. C'est un bon outil pour enseigner les bons gestes à l'intérieur du transport collectif en s'amusant, autant pour les petits que les grands. Et également, vous avez des kiosques en ce moment dans différentes gares à travers la semaine qui distribuent ces copies-là. Vous pouvez en prendre ce soir ici. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous rappelle de façon succincte les règles. Nous vous rappelons que les gens qui sont dans la salle vont poser leurs questions en priorité. Je vais vous nommer. Vous pourrez venir au micro. Il y a un micro qui va se déplacer dans la salle. Je crois que ma collègue à l'arrière a un micro pour vous. Donc, juste indiquer votre lieu de résidence et ensuite poser votre question. Ensuite, nous répondrons aux questions qui ont été transmises via le formulaire en ligne avant la séance. Donc, la première question vient de M. Alfred Jaouich. Oui, Caroline va venir vous voir, monsieur. Vous avez le micro qui vient juste ici. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis résident de Varennes et j'utilise le transport collectif depuis quasiment 40 ans. C'est surtout les lignes 700 et 701 d'Exo. J'ai commencé à utiliser le transport collectif quasiment en 1978. Peut-être juste mettre le micro un petit peu plus vers votre bouche. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Bien. Alors, étant un voyageur régulier, et quand même, je vais décliner mon âge à 82 ans et je me déplace encore avec la carte Opus un peu partout et j'en suis bien fier. Je vous fais remarquer que là où je demeure avec mes enfants et à l'heure actuelle, on est 7 passagers qui utilisons la ligne 700 ou 701. Donc, et c'est sur la ligne verte. La 132 est considérée comme la ligne verte. Et il y a une nécessité absolue d'annonce ou de plaques qui indiquent si on peut partir d'un certain point à un autre point. Et il y a une nécessité absolue. Et je remarque aussi que sur la 132, il y a plusieurs nouveaux abribus. Donc ça, c'est très, très apprécié. Mais ça ne nous concerne pas du tout, malgré qu'on ait un nombre quand même important avec des jeunes qui, par exemple, mon petit-fils va aller au cégep de Sorel-Tracy. Donc, il ne faut pas qu'il marche quand même l'équivalent de 5 km pour trouver un autobus qui l'amène à distance à cet endroit-là. Donc, j'ai remarqué aussi que vous êtes en train de construire plusieurs abribus qui coûtent un certain montant d'argent avec des dalles de béton et probablement il va y avoir aussi des abris. Donc, et pour une famille qui finalement est nombreuse mais n'a pas accès à ce genre de service. L'objectif, c'est de ne pas vous demander un abribus, là, mais au moins d'avoir, par exemple, les affiches pour l'aller et pour le retour. Ça, c'est dans notre cas, c'est essentiel. Est-ce que vous parlez des affiches, excusez-moi, monsieur, vous parlez des affiches avec les horaires? Non, rien que les annonces pour l'autobus 700 et 701. Les arrêts. OK. On n'a pas accès à ces services-là. Donc, par contre, il y a beaucoup de nouveaux abribus qui sont construits et on ne sait pas c'est quoi l'objectif parce que c'est pas pour me vanter, mais il y a bien des endroits où il n'y a quasiment pas de passagers qui utilisent les autobus.
Donc, des pancartes, si vous pouvez nous fournir les pancartes, aller-retour là, pour Montréal ou ailleurs, par exemple sur l'île Tracy, ça serait bien apprécié. Donc, Catherine ou il y Marc, va de est-ce notre que vous sécurité. auriez- Et parmi les passagers, il y a des écoliers aussi qui utilisent le service. Donc, on est bien fiers d'utiliser le transport collectif, mais on n'est pas bien intéressé par l'absence de points de départ ou d'arrivée. Merci, monsieur. Est-ce que vous auriez une réponse? Catherine, je vais te laisser. Député, mais d'abord, vous avez dit que vous étiez fiers d'utiliser le transport collectif depuis tant d'années, mais nous aussi, on est très fiers de vous. Merci d'abord d'être un utilisateur aussi aguerri et toute votre famille également. La 132, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une route où la limite de vitesse est de plus de 70 km/h dans plusieurs tronçons. Et ça, selon les lois de la sécurité routière, on a des règles à respecter et on ne peut pas faire d'arrêt partout parce que ça pourrait emmener des enjeux de sécurité. Donc, ça pourrait être une explication, mais donc, je vous inviterai peut-être après la séance, si vous voulez rester, m'expliquer où exactement là, les arrêts seraient plus appropriés. On pourra le regarder avec les équipes à l'interne ensuite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les endroits où vous voyez là, des nouvelles dalles, c'est justement pour permettre des nouveaux arrêts. Donc, il y en a 4 paires d'arrêts, donc de chaque côté là, de la route 132, qui sont en construction pour ajouter justement des nouveaux endroits. Donc, il n'y a pas nécessairement d'abribus qui vont être posés sur ces dalles-là, mais vraiment des panneaux d'arrêt pour ajouter des endroits, comme vous dites, de montée-descente le long de la route 132 qui restent sécuritaires. Donc, ces travaux-là, donc ces 4 paires d'arrêts-là devraient être terminés d'ici la fin du mois. Donc, ça va donner des nouvelles opportunités. Mais encore une fois, pour votre cas précis et l'endroit où vous habitez, on pourra le regarder avec les équipes à l'interne. Merci, Catherine. Monsieur, après la séance, si vous voulez aller voir Catherine, elle va pouvoir vous expliquer. Il va y avoir des nouveaux arrêts qui vont se faire sur la route 132, donc qui vont être sécuritaires. Vous allez pouvoir débarquer à ces endroits-là. Ce n'est pas des abribus, ce sera de nouveaux arrêts. Laissez-nous votre adresse et vos coordonnées, s'il vous plaît, puis on pourra communiquer avec vous par la suite pour prendre vraiment le besoin précis. Merci, monsieur. Alors, comme deuxième question, nous avons Claude Fournier. Merci beaucoup. Moi, je suis un résident de Varennes également et j'ai eu l'occasion d'utiliser le service d'autobus 532 qui part de Varennes vers le métro Radisson. Et c'est un service qui a été mis sur pied en raison des travaux dans le pont-tunnel, dans le tunnel La Fontaine. C'est un service que je trouve extraordinaire. C'est très spacieux comme service d'autobus et puis c'est très ponctuel également. Je me demande si vous songez à poursuivre ce service-là une fois les travaux dans le tunnel terminés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette desserte-là a été, puis vous l'avez bien nommé, là, a été créée et demandée en fait par le ministère des Transports en vue justement des travaux dans le tunnel pour assurer la fluidité là, des gens qui veulent continuer à aller vers Montréal. Donc, cette ligne-là en question, elle est subventionnée spécifiquement et spécialement par le ministère des Transports. Donc, c'est sûr que nous, notre souhait, c'est qu'elle se poursuive. Ceci dit, nous sommes toujours en attente de confirmation de financement. Toute la partie financement, malheureusement, ne relève pas d'Exo. Ça relève de l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc la RTM. Je sais déjà que la RTM également prend actuellement des démarches pour être capable de garder cette ligne, mais il faut du financement au-delà de la fin des travaux pour être capable de garder cette ligne-là. Mais on est tous à la même place que vous, là, on aimerait bien. Mais encore une fois, malheureusement, on parle de sous. Donc, il va falloir s'assurer que le gouvernement va vouloir continuer à subventionner cette ligne-là. D'accord. Merci beaucoup en soulignant qu'il y a toujours un intérêt pour le maintien de ce service. Oui, merci. Merci, M. Fournier.
Nous allons maintenant passer aux questions qui ont été posées via le formulaire en ligne. Monsieur Gabriel Bassal qui demande « Terrebonne et Mascouche constituent une zone de près de 200 000 habitants. Pourtant, cette zone est très mal desservie. Le terminus Terrebonne n'a aucune connexion au transport structurant. Il faut souvent choisir entre la 19 ou le train qui n'ont aucune connexion. Verrons-nous des refontes autobus dans ce secteur? » Catherine? Bien oui, tout à fait. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, on est en cours de faire une refonte dans ce secteur-là. Donc, il y a eu des consultations publiques en 2023. Donc, les équipes sont en train actuellement de peaufiner un nouveau réseau pour le secteur. Comme on le disait, en raison des contraintes de financement à coût nul, mais il y a quand même des opportunités qui se présentent en se donnant la peine de recommencer un réseau de zéro, en tenant compte des nouveaux besoins qui ont émergé dans les dernières années et de la croissance de la population. Donc, on va être prêt à le présenter pour information au public dans les prochains mois et on vise une mise en service en 2027. Merci. Une autre question de Tamara Loring. Il n'y a pas suffisamment de trains de Saint-Jérôme à Montréal. S'il vous plaît, mettre d'autres passages en mi-journée. Ceci rendrait des visites aller-retour à Montréal beaucoup plus faisables pour les gens habitant au nord de Saint-Jérôme. Marc? Bien, écoutez, comme vous, on croit que le mode train est un mode de transport structurant qui est essentiel, notamment dans la desserte là, de l'axe de la couronne nord, donc Saint-Jérôme vers Montréal. L'enjeu, il est toujours le même. En fait, on a une partie du tronçon qui nous appartient, une partie qui ne nous appartient pas. Donc, assurément, pour rajouter des départs de train, que ce soit en journée ou au début ou à la fin de la journée, ou rajouter des rames de train, c'est toujours une question de financement. Donc, malheureusement, on n'a pas de financement actuellement pour être capable de le faire. Ça demanderait, par ailleurs, de négocier des fenêtres de passage là, avec le Canadien Pacifique là, de ce côté-là, donc le CPKC. Mais vous n'êtes pas le premier qui nous demande ça. C'est pas la première fois qu'on entend cette demande-là. Ça a été imaginé par les équipes de planification d'Exo, mais jusqu'à ce qu'on ait du financement additionnel, là, ça ne pourra pas arriver malheureusement. Une question de Louise Girard. Est-ce qu'il y aura une refonte dans le secteur Sorel-Varennes? Si oui, à quel moment? Catherine? Donc, Mme Girard, oui, effectivement, on vise faire des refontes à travers tout le secteur d'Exo pour vraiment venir profiter au maximum des liens intersecteurs, par exemple, et de vraiment répondre aux nouveaux besoins qui ont émergé. Donc, ça, c'est une refonte qui va débuter à l'interne plus tard cette année. Donc, on vise un lancement avec les élus du secteur à l'automne. Et le processus se poursuivra. Donc, encore une fois, ça va demander un petit peu de patience parce que c'est un processus très minutieux, élaboré. Donc, comme on disait, on regarde tout d'une page blanche pour s'assurer d'avoir un réseau qui va être pérenne, qui va bien répondre aux besoins évolutifs des prochaines années. Donc c'est pas pour cette année, mais ça s'en vient et ça débute en fait. Une question de Simon Fournier. À l'extérieur de l'heure de pointe, je constate que les circuits 325, 520 et 600 passent pratiquement à la même heure. Avez-vous déjà évoqué l'idée d'étaler les circuits aux 20 minutes afin d'optimiser l'accès au réseau structurant REM Métro aux usagers? Par exemple, la 325 pourrait passer à 13h, la 520 à 13h20 et la 600 à 13h40. Ainsi, un usager qui manque son autobus en début de l'heure n'aurait pas à attendre 1 heure. Catherine? Donc, M. Fournier, merci pour cette suggestion. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les lignes sur notre réseau, je me permets de spécifier que c'est des services ici à Sainte-Julie, donc qui desservent le terminus Sainte-Julie. C'est des lignes qui ont des vocations un peu différentes. Donc, une va vers le cégep Édouard-Montpetit, le métro Longueuil. D'autres desservent le REM, d'autres le métro. Donc, c'est des lignes quand même à vocation plus régionale, mais qui ne se destinent pas nécessairement au même endroit. Donc, ça répond à des besoins différents. Pour, par exemple, le cégep, on s'assure de regarder les heures de cours puis de s'arrimer le plus justement possible. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au terminus Sainte-Julie, il y a toutes les lignes locales aussi qui sont synchronisées. Donc, pour des gens qui ne viennent pas en voiture et qui prennent le réseau local,
eh bien, on s'assure que tout arrive à peu près en même temps pour que les gens puissent se déplacer local à local, mais aussi vers les lignes qui s'en vont sur les villes avoisinantes comme celle-là. Donc, c'est pour ça qu'elle passe assez proche, parce que ça permet de maximiser les correspondances. Donc, ce n'est pas un changement qu'on pourrait faire là, sans avoir beaucoup d'impact sur d'autres personnes et, dans le secteur qui manqueraient maintenant leur correspondance. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vise à court terme, mais si on a du financement éventuellement pour ajouter du service, c'est des choses qu'on pourra regarder. Merci. Philippe Paré pose la question, concrètement, ça coûterait combien pour l'ajout d'une voie pour la subdivision MNO pour permettre à tous les départs de se faire depuis Hudson? Concrètement, ça coûte combien pour négocier avec le CPKC l'ajout d'une gare de train à la station Canora? La raison de ces deux questions est que vous dites que ça coûte trop cher, mais ça veut dire quoi exactement trop cher? Marc? Écoutez, on voit clairement que M. Paré, c'est un fervent connaisseur du ferroviaire, là, avec les expressions qu'il utilise. Et puis, c'est le genre de questions que ça vaut la peine de nous envoyer d'avance parce que vous comprendrez que je n'ai pas tous ces chiffres-là en tête là, quand on me demande combien ça coûte pour ajouter ce genre de truc-là, mais on va tenter de répondre à votre question, M. Paré. Donc, on n'a jamais fait d'études spécifiquement pour doubler la voie sur le MNO. En passant, le MNO, c'est Montréal-Ottawa. C'est une expression qui est utilisée pour cette voie ferroviaire-là. Par contre, selon notre expertise, il faudrait probablement autour de 50 millions de dollars pour la voie, la signalisation ferroviaire, les passages à niveau, etc. Et ça, c'est sans élargir, dans le fond, l'emprise, ce qui entraînerait aussi des coûts pour l'acquisition de terrain. Donc, spécifiquement pour votre deuxième question, là, pour la gare Canora sur la ligne Saint-Jérôme, on a déjà regardé ce scénario et on pourrait dire environ là, 15 à 20 millions de dollars pour 2 quais et une passerelle aérienne, si on veut faire le lien entre les deux. Par contre, il faudrait probablement aussi reconfigurer les voies du CPKC et ça peut aller entre 10 et 50 millions de dollars selon les exigences du CP. On parle donc de sommes importantes qui, dans le contexte financier actuel, ne sont malheureusement pas envisageables. Et là, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de questions-là, mais je vous dirais que les entreprises ferroviaires comme le CN et le CP, c'est sûr qu'ils vont toujours protéger leur emprise et de vouloir donner priorité à leur train, donc train de marchandises. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a des discussions avec ces entreprises-là pour être capable de soit ajouter des voies de passage ou ajouter des voies ferrées, c'est sûr qu'eux vont toujours imaginer le pire scénario et c'est comme si on leur enlevait constamment de la capacité ferroviaire qu'on appelle. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir avoir plus de capacité de notre côté, eux vont envisager la capacité ferroviaire qu'ils perdent et c'est de cette façon-là qu'on se retrouve avec des coûts là, astronomiques parce que ces entreprises-là, dans le fond, c'est des entreprises privées qui doivent générer des profits et pour lesquels leur priorité, c'est la marchandise et non pas les trains de passagers. Merci, Marc. Dernière question de Martin Bellil. J'aimerais savoir si vous avez un avancement prochain au sujet de la gare de Mirabel pour offrir un service d'autobus dans ce secteur, Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, Saint-Janvier, Saint-Jérôme, en correspondance avec les passages de train. Catherine? Donc, effectivement, depuis l'ouverture de la gare Mirabel en 2020, si ma mémoire est bonne, c'est notre intention de desservir avec des services d'autobus des nouveaux services. C'est quelque chose qu'on a regardé dans le cadre de notre refonte du secteur Laurentide, donc particulièrement le lien Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, la gare de Mirabel et les secteurs avoisinants étaient très, très demandés. Donc, c'est quelque chose qu'on avait mis sur la table, mais en raison de nos contraintes financières, malheureusement, ce n'est pas une nouvelle ligne qui a pu être ajoutée. Mais effectivement, on est très conscient du besoin. C'est quelque chose qui a été très demandé et lorsque le financement le permettra, c'est assurément un lien qui pourra être ajouté. Merci Catherine, merci Marc. Merci à vous de votre participation, d'être venu ce soir, d'être là en ligne. Nous invitons maintenant notre secrétaire général à clore la séance. Merci Alicia, merci à vous tous. Alors, cette période de questions complète notre ordre du jour de la soirée.
Alors, avec la permission, et je me tourne vers mon président, j'écourterai la période qui était de durée de plus d'une heure et je leverai la séance. Donc, je vous invite, permission accordée. Alors, je vous invite tout de même à rester avec nous. Cette soirée n'est pas encore complétée puisque des prix de présence sont maintenant entre les mains de l'animatrice à qui je cède la parole. Il y a les kiosques également. Et les kiosques également que je vous invite à visiter dans une autre salle à proximité. Ah, alors, je pensais qu'on était à l'extérieur de la salle, alors je me reprends. Nos collègues sont juste derrière et vous attendent pour pouvoir s'entretenir avec vous.